Pierre-Édouard Stérin finira ruiné. Ces mots sont ceux d'un financier qu'ont interrogé nos journalistes auteurs d'une enquête sur les déboires économiques du milliardaire d'extrême droite. Mais alors d'où viennent ces difficultés financières de Pierre-Édouard Stérin? Peuvent-elles avoir des conséquences néfastes sur sa volonté de faire gagner l'extrême droite lors des prochaines élections municipales puis présidentielles? On en parle avec Nicolas Massol, auteur de cette enquête et journaliste spécialiste de l'extrême droite à Libération. Pour commencer à parler de cette enquête, j'ai une question toute simple, peut-être un rappel quand même important. Est-ce que tu peux nous dire finalement qui est Pierre-Édouard Stérin? Alors Pierre-Édouard Stérin, on commence à le connaître de plus en plus, puisqu'à côté de Vincent Bolloré, qui est le grand milliardaire qui finance un certain nombre d'activités d'extrême droite, surtout dans le champ médiatique, est apparu depuis 2-3 ans, donc un autre milliardaire de moindre proportion, puisqu'il a moins de 2 milliards de fortune personnelle, ce qui est pas mal, ce qui permet de peu plus que la mienne, par exemple. C'est un petit bas de laine qui va lui permettre de passer l'hiver. Donc Pierre-Édouard Stérin, c'est un exilé fiscal avant tout, donc qui s'est évadé en Belgique après la victoire de François Hollande, et qui était relativement donc sous les radars jusqu'au moment où il a décidé de consacrer une partie de sa fortune à la victoire, à ses idées qui sont d'abord en lien avec le conservatisme, voire la réaction, donc des idées catholiques plutôt traditionnalistes, réactionnaires. Donc c'est lui qui notamment a lancé la Nuit du bien commun, le Fonds du bien commun, qui sont en fait d'abord des initiatives dans l'ordre de la charité. Ce que dit Édouard Stérin, c'est que ce qu'il ne paye pas aux impôts, il le met dans la charité. Donc c'est pas forcément quelque chose qui est politique. Et puis il y a un an, oui c'est 2024, le journal L'Humanité a révélé que Pierre-Édouard Stérin avait lancé un projet qui était lui métapolitique et politique dans le but de financer un écosystème en fait, à la fois économique et politique pour faire gagner ses idées de droite et d'extrême droite, de droite dure et d'extrême droite. Donc ça c'est Pierre-Édouard Stérin, on en parle beaucoup depuis un an, il ne fait rien pour empêcher qu'on en parle, et donc voilà, donc c'est un milliardaire financier de la droite extrême et de l'extrême droite, en gros. J'interromps très rapidement nos discussions pour vous encourager à vous abonner à notre chaîne YouTube. D'ailleurs, on est bientôt 100 000 ici. En vous abonnant, ça vous permet de ne rater aucune de nos prochaines discussions ni aucun de nos prochains reportages que l'on publie régulièrement sur cette chaîne. Est-ce qu'on peut dire que lui-même est d'extrême droite, Pierre-Édouard Stérin? Alors, Pierre-Édouard Stérin, c'est compliqué parce que il est vraiment, véritablement à la jonction entre cette droite extrême et cette extrême droite. C'est quelqu'un qui, d'abord, est plutôt proche des milieux très libéraux, ultra-libéraux, qui se définit quasiment comme libertarien, donc qui considère que l'État doit être réduit à son plus simple appareil, quoi, et que c'est la charité qui doit prendre en charge le modèle social. Cependant, donc en fait, on va dire que ses premières amours vont vers des personnalités de la droite extrême, comme Bruno Retailleau, le conseiller de Bruno Retailleau, l'un des plus proches conseillers de Bruno Retailleau, qui s'appelle Jean-Baptiste Dehatt, a travaillé pour Pierre-Édouard Stérin. Pierre-Édouard Stérin aime beaucoup notamment Laurent Wauquiez, donc qui lui vraiment vient de la droite classique et proche de la droite extrême. Et il considère que le RN, par exemple, a le tort d'être un peu trop social, de ne pas vouloir faire la chasse aux chômeurs, aux bénéficiaires du RSA. La retraite, la réforme des retraites que propose le RN lui semble dangereuse. Bref, il considère que Marine Le Pen est socialiste. Le problème de Pierre-Édouard Stérin, c'est que son bras droit, son plus proche conseiller, François Durvy, qui est aussi directeur général de son fonds d'investissement Otium, est conseiller économique de Marine Le Pen, un très proche de Marine Le Pen, quelqu'un qui travaille sur le programme économique de Marine Le Pen, et que, sous son impulsion ou pas, Pierre-Édouard Stérin a financé, via des prêts, pour lesquels d'ailleurs il est mis en examen, des enquêtes sont ouvertes, il a financé des candidats du Rassemblement national pendant, par exemple, les municipales de 2020. Alors, tout à l'heure, j'entendais que mes chers collègues parlaient de Philippe Vardon. Donc, mes collègues ont mis au jour le fait qu'il avait fait un prêt de 80 000 € pour la campagne municipale de 2020 de Philippe Vardon. Il y a aussi des prêts de Stéphane Ravier et des petits candidats RN pour lesquels une enquête est ouverte sur financement de campagne déguisée, etc. Par ailleurs,
Donc c'était récemment, Pierre-Édouard Stérin est apparu dans une vidéo de l'Institut du Bon Pasteur. Donc l'Institut du Bon Pasteur, c'est un institut qui est relié à Rome, mais qui est très très proche, enfin qui est traditionnaliste, et qui est vraiment très proche de l'extrême droite, dans lequel il a dit qu'il fallait il fallait favoriser une politique nataliste et qu'il fallait faire plus de, je cite, bébés de souche européenne. Donc on voit bien que tout pro-business qu'il est, et tout venant d'un milieu de droite, on va dire catho, réac classique, en fait il est racialiste. Et d'ailleurs, donc voilà, bébé de souche européenne, c'est clair, quoi. Et d'ailleurs, ceux qu'il finance, les initiatives qu'il finance sont de plus en plus liées à l'extrême droite, voire à l'extrême droite radicale. Donc on n'est pas obligé de s'embarrasser avec ces distinctions. Ouais. On peut dire que ouais, il est carrément d'extrême droite. Merci pour cette définition, voilà. Ces précisions. C'était long. Quand on parle de Pierre-Édouard Stérin aussi, on a entendu parler de son projet dit Périclès. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit ? Attendez, je me perds toujours dans les oui, parce que c'est vrai que oui, c'est un acronyme. Alors, c'est un acronyme, Périclès, donc ce stratège grec que l'on connaît tous. Donc, c'est en fait un acronyme qui veut dire patriote, enraciné, résistant, identitaire, chrétien, libéraux, européens, souverainistes. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire un attrape-tout. Donc, lui, Stérin, il est plutôt ultra-libéral et chrétien. Mais l'idée, c'est vraiment d'englober tout cet écosystème qui va de Philippot, Dupont-Aignan, jusque quasiment à des nazis, quoi. Donc vraiment c'est cette espèce d'union des droites qu'il essaye de faire. Donc alors Périclès, qu'est-ce que c'est ? Périclès, c'est d'abord un affichage qui a été éventé, mis au jour, révélé par l'Humanité en 2024, qui vise en fait à donner une enveloppe sur 10 ans d'engager 150 millions d'euros en 10 ans, à peu près 20 millions d'euros par an, pour financer des startups incubées, financer mais alors dans le domaine politique, donc ça peut être de la formation aux élus, ça peut être des petits médias, ça peut être aussi des influenceurs, ça peut être un certain nombre de choses. Donc c'est vraiment ça. Et donc, c'est 20 millions d'euros par an engagés. Il y a l'affichage qui fait peur. On se dit 150 millions sur 10 ans, 20 millions d'euros par an. Bon, il faut savoir raison garder. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Et Pierre-Édouard Stérin ne donne pas son argent comme ça, ne vide pas ses poches comme ça. C'est vraiment quelqu'un qui sait compter. Et donc, en fait, ces 20 millions par an, ils sont loin d'être dépensés. On est plus autour... Alors, Périclès ne veut pas donner les chiffres, mais on est plus autour d'1 million par an et parfois 10 millions engagés sur 10 ans. Vous voyez ? Donc, il faut vraiment remettre ce projet à sa juste mesure. C'est beaucoup d'effets d'annonce. C'est quelque chose qui a créé dans tout l'écosystème d'extrême droite... une fébrilité, quoi. C'est-à-dire qu'enfin on pouvait se faire financer, etc. Donc, mais qui reste quand même globalement pour l'instant une bulle médiatique où en fait une bulle médiatique au sens où il a réussi à communiquer, ou alors la peur qu'il a créée a fait que, par exemple, quand il mettait 5 000 euros quelque part, tout de suite, il prenait possession de ça. C'est pas ça, Pierre-Édouard Stérin. Périclès, c'est pas ça. Ce qui, moi, m'intéresse aussi, parce que ça crée un sentiment de déception aussi dans la mouvance extrême droitière, qu'il a vraiment prise comme la poule aux œufs d'or. Donc déjà, voilà. Donc je préfère aussi rassurer nos Twitchers. Je sais pas si on dit Twitcher, mais... Streamer. Non, viewer. Ok, viewer. Streamer, c'est nous, pardon, je suis vraiment de la presse... C'est vrai, il n'y a pas de mal. C'est une génération, voilà. Bon, bref. Non, donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, donc, rassurons-nous, comme beaucoup, c'est pas le premier financier d'extrême droite qui promet d'allonger du pognon et qui ne l'allonge pas. Avant lui, il y a eu Charles Bec-Bédé, il y a eu Charles Gave. C'est des gens qui ont quand même des oursins dans les poches, pour une raison simple, c'est parce que, il est pas si riche que ça, même si 2 milliards, c'est riche, mais bon, on en viendra après. En revanche, il finance quand même un certain nombre d'initiatives et d'influenceurs, voire d'influenceuses. Par exemple, les Némésis, dont on parle pas mal à Libé, qui sont un collectif de jeunes femmes qui, à la base, se présentaient comme des jeunes femmes féministes, mais de droite, et aujourd'hui s'embarrassent de moins en moins avec les questions de féminisme et sont plus uniquement dans la dénonciation des étrangers ou des immigrés non européens qui sont accusés de toutes les violences sexuelles.
parfois même ne parlant que d'immigration et pas du lien entre l'immigration et les violences faites aux femmes. Donc elles sont plusieurs en fait à recevoir un équivalent temps plein de ce terrain. Il y a l'influenceuse un peu tradwife, Thaïs Descuffon, qui est une ancienne de Génération Identitaire, dont elle était l'égérie, qui fait des vidéos pour expliquer, donc sur le modèle des tradwives, que globalement les femmes doivent rester à la maison, accepter que les hommes les trompent, accepter que les hommes sont différents des femmes, et que c'est-à-dire que si un homme a plusieurs partenaires sexuels dans sa vie, c'est bien. Si une femme en a plusieurs, ce qu'elle appelle le body count, c'est mal, qui est elle une raciste, qui le dit clairement, hein, c'est une suprémaciste, hein, elle est contre le métissage, donc il y a un certain nombre de choses que voilà, donc elle est financée, en tout cas elle l'a été. J'essaie de savoir si le financement s'est arrêté. Donc voilà, il y a eu plusieurs choses. Ce terrain a mis. Alors vous avez autre chose, par exemple, vous avez c'est quand même pas mal. Enfin, c'est quand même pas mal. C'est-à-dire que c'est pas rien. Ce que je veux dire, c'est que en première partie, j'ai voulu un peu faire redescendre le soufflet. C'est pas 20 millions, mais en fait, avec quelques bouts de ficelle et avec quelques milliers d'euros, vous pouvez avoir de l'écho. Par exemple, il va financer l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, l'OID. Donc qui en fait publie des études qui se veulent sérieuses sur l'immigration, sur la démographie, dans le but à chaque fois de relier, de contourner l'interdiction des statistiques ethniques, et donc en fait d'essayer de compter les immigrés selon leurs origines nationales. Eux, ils essayent de ramener ça aux origines ethniques, montrer le vrai coût de l'immigration, etc. Voilà. Bon, ces gens-là, en soi, ils publient des notes, mais surtout, ils ont une chambre d'écho importante dans le monde de Bolloré. C'est-à-dire que ces gens-là sont toujours sur CNews, ils ont des interviews, leurs études sont reprises soit sur Europe 1, soit sur CNews, soit dans le JDD, qui appartiennent tous à Bolloré. Le Figaro s'en sert beaucoup, Le Point aussi, donc même en dehors donc de Bolloré. Et donc en fait, c'est pas grand-chose, mais avec la chambre d'écho qu'est Bolloré, c'est pas rien. Ouais. Voilà. Il y a aussi un institut de sondage, enfin pas un institut de sondage, mais une structure qui s'appelle Hexagone, qui fait des études et qui commande des sondages. Voilà, et en fait les sondages, la question que vous posez, etc., et puis l'écho en fait que ça prend dans la presse peut permettre d'orienter le débat. Donc en fait, voilà, évidemment qu'il influe sur le débat, c'est important, c'est à prendre au sérieux. Et donc voilà, donc ça c'est Périclès en gros. Et donc c'est son objectif, c'est de se servir de son argent pour influer et influencer l'opinion publique, voilà, et le débat politique de notre pays. C'est ça, ouais. Et donc ce que tu racontes aussi là avec Laurent Léger, donc dans cette enquête sur donc les déboires économiques de Pierre-Édouard Stérin, tu parlais de certains médias, par exemple des petits médias qui sont financés par Pierre-Édouard Stérin via Périclès. Il y a notamment le cas de Radio Courtoisie, donc c'est une petite radio d'extrême droite, et donc ils ont fait leur rentrée là en août, je crois fin août. Et donc ils attendaient en fait eux là cette année par exemple un virement de Périclès qui n'est pas arrivé, c'est ça ? Alors voilà, donc ça fait partie des révélations qu'on fait avec Laurent Léger. C'est Périclès ne communique pas sur tous les investissements qu'ils font, hein. Ils promettent de l'argent et nous, grâce à un travail d'enquête qu'on a fait, on a réussi à voir que Radio Courtoisie s'était vu promettre de l'argent. Donc c'est-à-dire qu'ils étaient allés jusqu'au bout d'un processus de validation de business plan, parce que c'est des gens qui font de la politique comme ils font de l'économie, avec des business plans, avec des PowerPoint, etc. Donc c'est d'ailleurs ce qui est un peu reproché, mais bon, ils appliquent des logiques de finance et de financement de start-up à la politique. Les gens de Radio Courtoisie sont allés les voir, et au terme d'un long processus, ils se sont vus promettre une somme importante, plusieurs centaines de milliers d'euros, dont le premier virement devait arriver en juillet. Ce virement n'est pas arrivé, il n'est toujours pas arrivé, et Radio Courtoisie avait engagé en fait des travaux de ses studios, l'achat de nouveaux matériels, etc. Et donc nous, ça nous a mis un petit peu la puce à l'oreille. C'est-à-dire que ce grand financier de l'extrême droite qui ne verse pas... voilà, donc en fait, moi, mes premiers capteurs que j'ai eus sur la santé financière de Pierre-Édouard Stérin, ils viennent en fait de la mouvance d'extrême droite, où en plus de Radio Courtoisie, j'ai eu plusieurs exemples, plusieurs remontées de virements qui n'étaient pas virés, de versements qui n'étaient pas virés, et donc je me suis dit, bon tiens, c'est bizarre quoi. Et en fait, en remontant de ça,
en remontant, en tirant le fil, je me suis aperçu que l'argent de Périclès, donc Périclès, le projet politique d'Édouard Steyrin, il vient de Pierre-Édouard Steyrin, mais l'argent directement de Pierre-Édouard Steyrin vient de son fonds d'investissement Otium, qui prend une partie du cash et de l'argent qui est dégagé par ses activités financières qui sont la plupart du temps apolitiques, parce qu'Otium sont là pour faire du business, et le réinjecte ensuite dans Périclès. À partir du moment où Périclès, où le robinet de Périclès se coupe, en remontant, je me suis rendu compte que il y avait peut-être des problèmes à Otium dans le business, et que tout ça conditionnait la bonne santé de son projet politique, quoi. Et donc ça signifie que le fonds d'investissement de Pierre-Édouard Steyrin, Otium, est en difficulté financière? Alors, dire qu'il est en difficulté financière, c'est un bien grand mot. Ce qui est sûr, c'est que il a des problèmes de liquidité. C'est-à-dire que c'est un fonds, Pierre-Édouard Steyrin pense qu'il ne faut pas avoir d'argent dormant, donc l'intégralité de sa fortune, ou presque, est investie. C'est-à-dire que ce sont des actifs. Quand il est valorisé, sa fortune à peu près est valorisée à 1,7 milliard. Et tout ça, ce sont des actifs. Donc c'est pas de l'argent frais, c'est pas de l'argent qu'il a dans les poches, c'est de la valorisation d'entreprise, de boîte. Et le modèle économique d'Otium, ce fonds d'investissement, c'est de fonctionner avec un minimum de liquidité. Dès que vous avez de la liquidité, vous l'injectez, soit dans Périclès, soit dans d'autres entreprises. Vous faites des achats, etc. Otium traverse une passe difficile parce que ils ont ils ont un certain nombre d'emprunts, donc ils ont un niveau d'endettement qui est assez élevé, plusieurs centaines de millions d'euros, ça c'est l'Obs qui le révèle, ils sont à peu près à plus de 400 millions d'euros de dette, donc en fait une capacité à emprunter et donc à avoir du cash qui est assez réduite, qui est totalement réduite, les banques, alors ça c'est quelque chose qu'on a du mal à prouver, mais que plusieurs sources en interne nous disent, c'est que l'argent coûte cher, les emprunts coûtent de plus en plus cher parce que justement le fonds ne va pas très bien. Les dividendes qui sont dégagés en fait de boîtes qui marchent sont en général réinjectés dans ces boîtes-là parce que le plus souvent ce sont des startups, donc elles ont besoin de s'autofinancer. Et le cash en plus en fait provient quasiment uniquement de la vente de boîtes. Ils ont raté plusieurs ventes, dont une qui sont les parfums Dossier aux États-Unis. C'est pas en lien avec les activités politiques de Steyrin du tout, mais par contre, ça fait partie de ces investissements apolitiques comme voilà, tu disais, qui sont vraiment pour le business. Voilà, c'est ça. Et ils ont quelque chose qui était censé lui rapporter beaucoup de cash, n'a pas été vendu. Il y a une autre boîte dont c'est le cas. Donc concrètement, là, depuis 6 mois à peu près, quasiment un an, Otium tourne au ralenti. C'est simple. En 2024, donc l'année dernière, le fonds a investi 255 millions d'euros. Il prévoyait plus de 300 millions en 2025. Au premier semestre de 2025, ils n'ont engagé que 72 millions d'euros. Donc il est quasiment impossible que Otium parvienne à son objectif de 300 millions d'euros. Donc le fonds tournant au ralenti, c'est un peu chiant, mais bon, c'est du pognon, et le pognon, ça permet de financer, par exemple, Nemesis, que vous voyez en manif. Ouais. Donc, en fait, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et donc, comme ce fonds tourne au ralenti, Périclès tourne au ralenti. Il faut prioriser. Et clairement, Steyrin priorise d'abord le business. Donc, c'est la raison pour laquelle l'argent n'arrive plus, ou peu, à Périclès. Oui, dans Périclès, ouais. Voilà. Et ces difficultés là, de son fonds d'investissement, est-ce que ça veut dire aussi qu'il y a eu des erreurs stratégiques peut-être de la part de ses investissements à Steyrin via son fonds d'investissement Otium Capital? C'est compliqué parce qu'en fait il y a une omerta, ce sont des milieux d'affaires, donc il y a beaucoup de gens qui sont mécontents à l'intérieur d'Otium, mais qui se taisent. Ils se taisent parce qu'ils sont en négociation pour partir, parce qu'ils espèrent, parce qu'ils ont des dettes. Et qu'ils attendent en fait que Otium leur rembourse ses dettes. Donc moi c'est ce que me dit une de mes sources, c'est personne ne parle parce que tout le monde a des dettes et tout le monde cherche à se faire payer. Image 7 qui est la boîte de communication d'Admeo a une ardoise chez Otium, quoi. Admeo, grande financière, grande responsable de la com de Sarko, de la droite, même de la droite, a une ardoise,
plein de gens ont des ardoises, donc en fait c'est compliqué de savoir exactement ce qui s'est vraiment passé. On peut considérer effectivement qu'il y a eu des choix stratégiques qui n'ont pas été faits, il y a peut-être eu des personnes qui n'ont pas été placées au bon endroit, on peut peut-être considérer éventuellement que François Durvy, donc, qui est à la tête de ce fonds, le directeur général de ce fonds, s'est plus occupé de politique parce qu'il est proche de Marine Le Pen, et que donc, notamment en 2024, il y a eu une dissolution et que lui il était peut-être plus occupé en fait à préparer son arrivée à Bercy que à faire du pognon pour son N+1. On peut aussi d'ailleurs il va partir lui, non Ouais, alors ça c'est une autre chose qu'on révèle. Ouais. C'est qu'au cours de l'été, un mail interne qu'on s'est procuré de Pierre-Édouard Stérin annonce en fait que François Durvy, donc ce DG d'Otium, du fonds d'investissement de Pierre-Édouard Stérin, va partir vers de nouvelles aventures. C'est-à-dire, et donc ouvre sa succession. Il va partir parce qu'en cas de dissolution, il va sans doute prendre un poste de député. Si le RN a la majorité absolue, alors il risque d'avoir un ministère. Et en fait, rien que ça, et donc Stérin dit vers de nouvelles aventures, et il explique ça. Il explique donc à des gens qui sont des businessmen, des patrons de boîtes, des partenaires. Il leur explique que ce qui est sûr, c'est qu'en 2026, il va rejoindre la campagne présidentielle de Marine Le Pen. Peut-être en cas de dissolution, il va se présenter, etc., etc. Et donc en fait, ça illustre un petit peu ce que c'est qu'Otium, qui est censé être un fonds d'investissement, et qui en fait est dans le flou total dans sa gouvernance, parce que c'est lié en fait à des activités politiques de son DG. On ne sait pas, et en fait nous ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'un tel mélange des genres en fait entre politique et business est assez peu commun, quoi. J'allais dire, c'est assez étonnant. Est-ce qu'on imaginerait d'autres hommes d'affaires français connus de premier rang mélanger à ce point politique et business? Il est de bon ton aujourd'hui. Alors évidemment, tous les milliardaires font de la politique, le fait même d'être milliardaire est une position politique, évidemment. Simplement, je pense que le patron d'un des family office de Bernard Arnault n'est pas conseiller de Macron. C'est-à-dire que lui, à la tête de ce family office-là, de ce fonds d'investissement, il est là pour faire du pognon. Il y a d'autres gens chez Bernard Arnault, chez Xavier Niel, ou même chez Bolloré. Alors Bolloré, il s'en occupe lui-même, mais bon, il a d'autres personnes, quoi. Là, c'est quand même assez étonnant de voir que le type qui est censé faire de l'argent, faire fructifier la fortune de Pierre-Édouard Stérin, ne fait ça qu'à mi-temps, quoi, ou alors à un tiers-temps, parce que évidemment, il serait pas d'accord avec moi pour dire ça. Donc c'est assez particulier. Et ça peut-être qu'on y reviendra après, mais ce mélange des genres, il est même visible à l'œil nu dans les locaux d'Otium. Ouais. Oui, c'est ce que vous avez publié aujourd'hui, ensuite de votre enquête. Mais juste pour revenir aussi là sur quand on évoquait les difficultés financières et peut-être certains problèmes de stratégie. Alors au-delà du fait que beaucoup de personnes ne veulent pas parler parce qu'elles ont leurs intérêts aussi qui sont impactés, parce qu'elles peuvent dire, et par leur relation directe avec Pierre-Édouard Stérin et son fonds d'investissement Otium. Dans votre enquête, vous expliquez aussi quand même que certains financiers expliquent que les investissements de Pierre-Édouard Stérin sont risqués depuis longtemps. Ils sont considérés comme risqués par le monde de la finance. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ça? Oui, alors bon, là, je vais pas trop rentrer dans les détails techniques parce que ça demanderait des explications économiques dont je ne suis pas forcément capable et dont nos viewers se moquent bien. Mais en gros, comment dire, le Pierre-Édouard Stérin, c'est quelqu'un qui est une sorte de libertarien, et en fait, on peut pas lui enlever le fait qu'il applique quand même un peu ses idées dans la vraie vie, qui sont pas les nôtres, mais voilà, il applique quand même des idées ses idées dans la vraie vie. Par exemple, il prétend qu'il va déshériter ses 5 enfants. Bon, peut-être qu'il va essayer de le faire, mais en fait, on n'a pas le droit de déshériter ses enfants, donc ça a été repris dans la presse, nanana, pour montrer, regardez. Mais bon, enfin, ils vont vivre, les bébés là, les bébés Stérin, les bébés de souche européenne. Donc ça va. Non, en fait, tout le truc tout le modèle en fait économique de Stérin, c'est que Otium en fait, il n'a pas de fortune personnelle, c'est-à-dire qu'il n'a pas une branche en fait qui fait fructifier sa fortune avec son fonds d'investissement. En fait, toute sa fortune personnelle, c'est quasiment son fonds d'investissement. C'est aussi Smartbox, donc qui est en fait cette entreprise de coffrets cadeaux, peut-être que vous connaissez. Mais c'est comme ça qu'il a fait sa fortune. C'est comme ça qu'il a fait sa fortune. C'est l'entreprise donc de fameux coffrets cadeaux qu'on connaît à peu près tous, qu'il crée en 2003 et qui lui rapporte beaucoup d'argent. Alors, soit entre parenthèses, Bolloré c'est un industriel,
Donc c'est quelqu'un qui travaille sur la batterie, sur les ports, etc. Donc c'est de lourd. Smartbox, le modèle économique de Smartbox, je fais une petite incise parce qu'il s'agit quand même de redire un petit peu les bases. Le modèle économique de Smartbox, donc c'est d'abord de prendre une commission sur les coffrets cadeaux, ok, mais c'est surtout, principalement, de prendre, comment dire. Enfin, je sais pas si nos viewers ont eu des coffrets cadeaux, mais il y en a plein qui les utilisent pas. Vous recevez un truc à Noël, vous l'utilisez pas, ça se périme et plaque. C'est ça le modèle économique de Smartbox. Donc en fait, le cash de malade qui a été dégagé par Smartbox pendant des années, ça vient du fait que les gens n'utilisent pas leur coffret cadeau parce que c'est un cadeau nul. Faut arrêter d'offrir des coffrets cadeaux, on ne sait pas où les utiliser, etc. Le problème de ce modèle économique-là, c'est qu'on peut pas le prévoir. Ouais. Donc on peut pas prévoir combien de personnes vont être suffisamment feignantes pour pas utiliser leur truc. Donc voilà, donc en fait ça varie d'une année sur l'autre, et donc en fait c'est ce qui fait notamment qu'il n'arrive pas à vendre Smartbox. Ça c'est un autre papier que Libé avait fait, que Laurent Léger avait fait, qui révélait qu'il avait tenté de le vendre plusieurs fois et que ça n'avait pas marché. Pour continuer un petit peu à donner le smile, le sourire à nos viewers, Smartbox, le modèle économique de Smartbox, en plus, est en décroissance, c'est-à-dire que ça marchait bien il y a 10 ans, 15 ans, ça marche de moins en moins bien, le chiffre d'affaires baisse un petit peu, ou en tout cas il stagne, voire il baisse. Donc en fait, même son truc, sa machine à cash qui est Smartbox, baisse un petit peu en termes d'enveloppe, d'argent, etc., de chiffre d'affaires. Donc il y a ça. Et donc voilà. Donc alors, je disais ça déjà. Normalement là le micro ne sature plus. J'ai fait la petite modification. Je vois dans le chat que vous me demandiez. Ça, mais normalement parce là qu'on parle trop de pognon. À Libé, on n'aime pas le pognon. C'est d'ailleurs pour ça qu'on y travaille. Mais pour revenir aussi là-dessus. Alors attends, il y avait un truc. Non mais attends, qu'est-ce qu'on disait déjà ? Oui, non, attends, donc tu disais oui, alors pourquoi son modèle économique ? Parce que du coup, en gros, son argent, c'est Otium. Ouais. En gros, pour faire vite. Si Otium se pète la gueule, c'est son argent personnel. Vous voyez, c'est pas un truc qu'il a en plus. C'est vraiment tout son argent est investi dans Otium. Il a quasiment pas de cash. Donc, si Otium se casse la gueule, les pertes, elles viennent grever sa holding personnelle. Et donc c'est entre guillemets couillu quand vous êtes un financier ou un investisseur, vous dites ah ouais quand même, bon c'est quelqu'un qui qui est courageux, qui prend des risques, etc. Et ça les libéraux ils aiment bien cette espèce d'idée de prendre des risques. Et donc il y a des gens qui trouvent ça bien quoi. Mais en même temps c'est compliqué quoi. Voilà. Parce que ce qu'on apprend aussi dans ton enquête, c'est que des financiers disent que voilà, normalement, quand on fait des investissements, si on veut pas que ce soit trop risqué, on investit dans plein de boîtes différentes, dans plein de micro-boîtes aussi potentiellement, mais on varie beaucoup les investissements, ce qui n'est pas forcément le cas de Pierre-Édouard Stérin, qui ne varie peut-être pas tant que ça ses investissements. En vrai, si, c'est ce qu'il fait. C'est un petit peu ce qu'il fait. Il investit dans plein de petites boîtes pour diluer le risque. Ah oui, ok, il fait c'est ce qu'il fait. En fait, le risque, c'est justement que si tout se casse la gueule, ça vient directement lui grever sa fortune personnelle et pas l'argent qu'il a placé, quoi. Donc c'est un petit peu ça le problème, quoi. Voilà. Et en fin d'article, il y a aussi un financier du coup qui vous dit, une de vos sources, pour lui, Pierre-Édouard Stérin finira ruiné. Est-ce que ça c'est un scénario probable potentiellement, auquel lui en tout cas croit? C'est ce que le financier croit. Si on est honnête, c'est un risque effectivement. C'est un risque, mais en vrai, dans Otium, il y a quand même pas mal de boîtes qui sont bien valorisées, qui marchent plutôt bien, et donc en fait, il va vendre des boîtes avant de se ruiner. Simplement, c'est là qu'intervient Libé. À partir du moment où les banquiers, les milieux d'affaires, les fonds d'investissement vont avoir connaissance des difficultés de cash de Stérin, la boîte qui voulait vendre au plus haut, étant donné qu'il est acculé à la vendre, ça risque d'être compliqué de vendre au plus haut. Donc il risque de perdre beaucoup d'argent.
à partir du moment où on sait, où les gens savent qu'il est aux abois, qu'il est obligé de vendre des trucs, quoi. Donc c'est ce qu'il fait. On dit il est en train de vendre un certain nombre de boîtes. Alors ça c'est toujours compliqué à dire parce qu'encore une fois, secret des affaires, c'est les choses qui ne sortent pas, machin. Mais bon, par exemple, il y a l'ancien Otium Leisure qui s'appelle Adrena, qui est en fait une boîte qui fait du sport, du loisir indoor, donc du loisir à l'intérieur, quoi. Donc salle d'escalade, je sais pas, escape room, ce genre de choses, quoi. Là, il le vend. Alors, chez Otium, moi, on m'assure que c'est parce que ils avaient décidé de le vendre, qu'ils sont pas là pour garder, ils sont pas là pour garder éternellement des boîtes, etc. Mais bon, ça semble quand même être un peu une vente des bijoux de famille, parce que c'est une des premières boîtes qui a été incubée par Otium, qui marche bien, qui se développe, qui a des projets d'ambition. Donc, est-ce qu'ils l'ont vendu au meilleur moment, ou ils l'ont vendu tout simplement parce qu'ils ont besoin d'argent pour payer le fonctionnement, parce que ces gens-là coûtent cher, ces gens-là gagnent beaucoup d'argent. Il y a quand même des salariés, faut payer les gens, quoi. Et alors, Pierre-Édouard Stérin, concernant ces relations politiques, parce qu'on en parlait aussi un petit peu là de nos discussions, mais c'est aussi l'objet du papier que vous avez publié aujourd'hui, là, après cette première enquête publiée avant-hier. Vous parlez notamment des personnes qu'on peut voir défiler dans l'immeuble, donc l'immeuble de quoi, de Périclès, de Otium, ou... Bah, tu vois, tu mets le doigt sur le problème. C'est un peu flou. C'est Otium, c'est le fonds d'investissement, c'est le business. Donc vous avez des financiers, vous avez des start-upers. Et au deuxième étage de cet immeuble-là, vous avez Périclès. Périclès qui est le projet politique de Pierre-Édouard Stérin. Donc en fait, vous avez des politiques, des gens qui viennent de groupuscules. Par exemple, je ne sais pas si ça s'est passé comme ça, mais les gens de Radio Courtoisie sont sans doute allés à Otium. Donc vous avez des gens qui incubent on va dire au 3e, au 4e étage, des startups, Startup Nation, machin, etc. Et au 2e étage, vous avez le patron de Radio Courtoisie ou un des financiers, vous savez, une des personnes de Radio Courtoisie, donc qui est la radio de l'extrême droite, un peu poussiéreuse, même carrément poussiéreuse, maurassienne, qui vient là. Moi, j'y étais allé. Chez Otium, et j'étais dans le hall et j'avais croisé le patron d'un groupuscule identitaire très radical qui s'appelle Academia Christiana, qui sont des racialistes et des cathos traditionalistes. Le mélange des genres est bizarre, quoi. Vous pouvez le mercredi, vous avez un prêtre en soutane qui vient faire la messe. C'est étonnant, quoi. Enfin, les gens peuvent prier. Il y a des salles de prière souvent dans les boîtes, quoi. Mais on peut voir Stanislas Rigaud aussi, voilà, qui a été révélé un peu par Éric Zemmour. Exactement. C'était le patron de Génération Zemmour, qui était la branche jeune de Reconquête. Et donc lui, il est incubé au 2e étage. Ça fait un mélange des genres qui est un peu étonnant. Donc voilà, donc il y a vraiment ça, quoi. Et ça dit des choses aussi des relations de Pierre-Édouard Stérin avec l'extrême droite radicale. Voilà, exactement, voilà. En fait, vraiment, vous avez tout le spectre. Pierre-Édouard Stérin, il aime bien Retailleau, il aime bien Wauquiez, il aime jusqu'aux gens les plus radicaux. Alors, j'ai plus le nom en tête, mais cet été, il a été révélé notamment que des fêtes un peu sur le modèle historique, sur le modèle du Puy du Fou, ont été organisées par une boîte un label qui s'appelle Les Plus Belles Fêtes de France, et notamment à Moulins. À Moulins dans l'Allier, la personne qui organise, qui patronnait ces fêtes-là, qui en plus avance masqué, parce que ces fêtes-là, par exemple, ont touché de l'argent des communautés de communes, des maires, etc., parce qu'ils se sont dit, c'est sympa, on fait jouer des chevaliers dans la cour, c'est bien pour les enfants. Mais en fait, celui qui fait ça, c'est le patron d'un groupuscule. Donc ce groupuscule-là, dont le patronne, gère une fête historique, apparemment apolitique, mais bon, ne parlons pas de Révolution française. Ce type-là, donc, gère un groupuscule. C'est le nom de cette personne que tu cherches? Non, je cherche le nom de ce groupuscule. Ah oui. Je suis désolé, oh là là, mais c'est le direct. Bah oui, c'est le direct, on triche pas, Et bon, bref, en gros, Ah pardon, j'ai une question dans le chat. Alors attendez. Attends, mais c'est vraiment important parce que ça permet vraiment de relier. Donc en fait, si tu veux, ce groupuscule dont on retrouvera le nom un jour, donc directement lié à Stérin et en même temps qui est financé,
Quand vous allez sur ce site, il vous propose des lectures. Dans ces lectures, vous avez 3 livres qui sont conseillés. Un livre de Robert Brasillac. Robert Brasillac, donc, qui est un écrivain fasciste. Et quand je dis fasciste, c'est pas c'est un facho, c'est un vrai fasciste des années 30 qui a été qui disait qu'il fallait ne pas séparer les petits juifs de leurs parents dans l'extermination. Et c'est quelqu'un qui a été fusillé à la Libération. Vous avez aussi Sparte et les sudistes, donc de Maurice Bardèche, qui d'ailleurs est de la même époque, aussi un écrivain fasciste et collaborationniste, qui lui n'a pas été fusillé à la Libération, mais a continué son œuvre antisémite, puisque c'est l'un des premiers négationnistes. C'est l'un des premiers pionniers, on va dire, de l'école révisionniste. Et dans ce groupuscule de gens qui sont financés par Pierre-Édouard Stérin, attention, vous avez donc la notice qui est consacrée à ce type. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, ce Maurice Bardèche, dont le célèbre et visionnaire Nuremberg. Nuremberg, c'est le premier ouvrage révisionniste qui a été publié après la Seconde Guerre mondiale. Donc en fait, ce que fait Pierre-Édouard Stérin, derrière ses côtés de bon cateau, c'est déjà de dire qu'il faut plus de bébés européens de souche blanche, et en plus, il finance des groupuscules qui promeuvent des auteurs révisionnistes, négationnistes, tout en ne le disant pas, ce qui leur permet parfois d'être apolitiques et d'être financés par des communautés de communes. Ça, heureusement, la presse fait son travail. Moi, j'étais en vacances cet été, mais je rends hommage au Monde et à Libé qui l'ont fait. Et de plus en plus, maintenant, dès qu'une initiative est financée par Pierre-Édouard Stérin, même apolitique, ça pue. Et donc les gens se retirent. Récemment, l'Université catholique de l'Ouest, donc à Angers, qui est une université catholique classique, il a été révélé par une série de médias dont Disclose qu'elle avait touché de l'argent de Pierre-Édouard Stérin. Les étudiants se sont mobilisés et l'université a décidé de ne pas l'utiliser, de ne pas utiliser cette enveloppe, de dire non à Stérin. C'est important parce que on assiste un peu à un retournement de valeurs où apparemment maintenant c'est la gauche qui est antisémite et c'est l'extrême droite qui est pro-sioniste ou pro-juive. En fait, c'est pas vrai, quoi. L'extrême droite continue. Alors évidemment, il y a des gens qui soutiennent l'extrême droite israélienne dans l'extrême droite française. Il n'y a vraiment pas de problème. Mais faut pas oublier quand même qu'il y a ce fond de cuve catho-tradi qui considère les juifs comme un peuple déicide, comme des agents de la modernité, parce que Stérin déteste la modernité libérale, il déteste l'avortement, il déteste le travail des femmes, il déteste un certain nombre de choses qui sont de la modernité, et dans l'extrême droite classique, si vous voulez, traditionnelle, depuis 2 siècles, les gens qui font ça, ce sont les francs-maçons et les juifs. Et Stérin finance ces gens-là. Et il faut le savoir, quoi. Il faut juste remettre l'église au milieu du village, quoi. Dans le chat, quelqu'un nous dit Sophiapolis, la communauté catholique identitaire. C'est Sophiapolis, merci. Bravo. C'est qui le chat? C'est celui qui a un nom, son pseudo est Geoffroy Leroux de Béziers. D'accord. C'est peut-être un clin d'œil. Super. Il y avait une petite question aussi pour conclure cette discussion. Je vois que cette question a été épinglée, donc c'est que je l'avais ratée. Quelqu'un nous demande: j'ai appris que mon maire, Raphaël Cognet, est président de Politicae. Quel est le poids de celle-ci dans la sphère de Stérin? Politicae ? Ouais. Alors Politicae, justement, ça fait partie de ces choses, de ces petites structures qui sont financées par Périclès. Et Politicae, l'objectif, c'est créé évidemment par un type qui s'appelle qui est maire, qui est Antoine Valentin, et qui a pour but de donner des formations aux élus, et notamment aux candidats au municipal, pour avoir beaucoup de candidats municipaux de droite et d'extrême droite, etc. Donc ça fait partie de ces structures-là qui sont financées, qui sont plus directement politiques, de formation, voilà. Et donc là, il y a eu un certain nombre d'enquêtes, de reportages sur Politicae, où effectivement, c'est très marqué à droite, c'est très marqué à l'extrême droite. Tout ça, l'idée, c'est l'union des droites. C'est une arlésienne vraiment de la droite et de l'extrême droite. L'idée, c'est d'allier LR au RN, LR, Zemmour, Dupont-Aignan, etc. Et Stérin participe de ce mouvement-là. Politicae, le but, c'est de former à la fois des candidats RN et des candidats LR. Bon, merci beaucoup, Nicolas, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci. Abonnez-vous. Abonnez-vous à Libération, bien sûr. Et bonne soirée tout le monde et à bientôt. Ciao. Thank you.